halte au centre de remise en forme, C. On est à 60% du livre. Je pense que je ferai qu'un chapitre aujourd'hui. Donc c'est parti. Je me suis réveillé dans une barque équipée d'une voile de fortune, faite en tissu d'uniforme gris. Annabeth, assise à côté de moi, louvoyait dans le vent. J'essayais de me redresser et, immédiatement, j'ai eu le tournis. Repose-toi, a dit Annabeth, tu vas en avoir besoin. Tyson. Elle secoue la tête. Percy, je suis vraiment désolé. Nous nous sommes tus un instant, ballottés par les vagues. Il a peut-être survécu, a-t-elle ajouté. Je veux dire, vu que le feu ne l'atteint pas. J'ai hoché la tête, mais je n'avais aucune raison d'être optimiste. J'avais vu cette explosion déchirer le fer du cuirassement. Si Tyson se trouvait dans la chaufferie à ce moment-là, il était absolument impossible qu'il ait survécu. Il avait donné sa vie pour nous, et la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était toutes ces fois où j'avais eu honte de lui et voulu nier le lien parenté qui nous unissait. Les vagues caressaient la coque de la barque. Annabeth m'a montré ce qu'elle avait pu sauver du naufrage. Le thermos d'Hermès, vide à présent, une pochette plastique pleine d'ambroisie, deux chemises de matelot et une canette de soda. Elle m'avait repêché, moi et mon sac à dos éventré, par les dents de Sia. La plupart de mes affaires s'en étaient échappées, mais il me restait le flacon de vitamine d'Hermès, et puis, bien sûr, j'avais encore turbulence. Le stylo bille réapparaissait toujours dans ma poche, quel que soit le lieu où je l'avais perdu. Nous avons vogué de longues heures, à présent que nous étions dans la mer des monstres. La surface de l'eau brillait d'un vert plus vif, comme l'acide de l'hydre. Le vent était frais et salé, mais chargé d'une étrange odeur métallique. Également, comme si un orage approchait, voire quelque chose d'encore plus dangereux. Je savais quel cap nous devions suivre. Je savais que nous étions à exactement 130 000 au ouest, par nord-ouest de notre destination. Je ne me sentais pas moins perdu pour autant. Peu importe dans quel sens nous tournions la tête, nous avions toujours le soleil dans les yeux. Nous sirotions le soda à tour de rôle, en nous abritant comme nous pouvions derrière la voile. Et nous avons parlé de mon dernier rêve sur Grover. D'après les calculs d'Annabeth, il nous restait moins de 24 heures pour trouver Grover, à supposer que mon rêve soit précis, et que Polyphème, le cyclope, ne change pas d'avis et n'essaie pas d'épouser Grover plus tôt que prévu. Ouais, et je dis avec amertume, on ne peut pas faire confiance au cyclope. Annabeth a regardé vers le large. Je suis désolé, Percy, je me suis trompé au sujet de Tyson. D'accord, je regrette de ne pas pouvoir le lui dire. J'essayais de rester fâché contre elle, mais ce n'était pas facile. Nous avions vécu tant de choses ensemble. Elle m'avait sauvé la vie plein de fois. C'était idiot de ma part de lui en vouloir. J'ai jeté un coup d'œil à nos maigres affaires, le thermos vide, le flacon de vitamines. Je repensais à l'accès de rage de Luc quand j'avais tenté de lui parler de son père. Annabeth, quelle est la prophétie de Chiron? Elle a pincé les lèvres. Percy, je ne devrais pas. Je sais que Chiron a promis au Dieu qu'il ne me la raconterait pas. Mais toi, tu n'as rien promis ici. Il n'est pas toujours bon de savoir. Ta mère est la déesse de la sagesse. Je sais, il n'empêche que, chaque fois que des héros sont informés de l'avenir, ils tentent de le changer et ça ne marche jamais. Les dieux s'inquiètent de quelque chose que je ferai quand je serai plus grand, ai-je hasardé en atteignant l'âge de 16 ans. Annabeth tripotait nerveusement sa casquette d'invisibilité. Percy, a-t-elle dit, je ne connais pas toute la prophétie, mais elle met en garde contre le prochain sans mêler, né d'un des trois grands qui vivra jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est la vraie raison pour laquelle Zeus,
Poséidon et Hadès se sont engagés par un pacte à ne plus avoir d'enfants. Le prochain enfant né d'un des trois grands sera une arme dangereuse. Pourquoi? Parce que ce héros décidera du sort de l'Olympe. Il ou elle prendra une décision qui sauvera l'ère des dieux ou la détruira. J'ai pris le temps de digérer l'information. Je n'ai jamais le mal de mer, mais soudain je me suis senti patraque. C'est pour ça, ai-je avancé, que Chronos ne m'a pas tué l'année dernière. Annabeth a hoché la tête. Tu pourrais lui être très utile s'il parvenait à te faire passer de son côté. Les dieux seraient en très mauvaise posture, mais il s'agit de moi dans la prophétie. Nous ne le saurons que si tu survis encore 3 ans, ce qui peut être long pour un sang mêlé. Quand Chiron a appris l'existence d'Alia, il a supposé que c'était elle, l'enfant de la prophétie. C'est pourquoi il voulait à tout prix qu'elle parvienne saine et sauve à la colonie. Mais elle est morte en se battant, elle a été changée en pain, et nous n'avons plus su quoi penser, jusqu'au jour où tu es arrivé. Une nageoire dorsale hérissée de piquants longue de 4 ou 5 mètres a pointé de l'eau à bâbord et disparu en ondoyant. Cet enfant de la prophétie, ai-je demandé, pourrait-il s'agir d'un cyclope? Les trois grands ont beaucoup d'enfants monstres. L'oracle a précisé sans mêler, a répondu Annabeth en secouant la tête. Cela signifie toujours moitié humain, moitié dieu. En fait, tu es la seule personne vivante dont il puisse s'agir. Alors pourquoi les dieux me laissent-ils vivre? Ce serait plus sûr de me tuer. Tu as raison. Merci. Percy, je ne sais pas. J'imagine que certains dieux aimeraient bien te tuer, mais qu'ils craignent sans doute d'offenser Poséidon. D'autres dieux, peut-être qu'ils t'observent encore en essayant de déterminer quel genre de héros tu vas devenir. Après tout, tu pourrais être une arme au service de leur survie. Aussi, la vraie question c'est, que feras-tu dans 3 ans? Quelle décision prendras-tu? La prophétie a-t-elle donné des indices? Annabeth a hésité. Elle m'en aurait peut-être dit davantage, mais à ce moment-là, une mouette a piqué de nulle part et s'est perchée sur notre mât de fortune. Sidérée, Annabeth a regardé l'oiseau lâcher un rameau sur ses genoux. Terre, a-t-elle dit, la terre est proche, la terre est proche. Je me suis redressé, et effectivement, une ligne de bleu et de brun paraît à l'horizon. 1 minute plus tard, j'ai pu distinguer une île avec une petite montagne au milieu, une rangée de bâtiments blancs étincelants, une plage parsemée de palmiers et un port où mouillait un étrange assortiment de bateaux. Le courant tirait notre barque vers ce qui ressemblait fort à un paradis tropical. Bienvenue, nous annonçait une dame qui tenait un bloc-notes à la main. Elle ressemblait à une hôtesse de l'air, uniforme bleu marine, maquillage impeccable, cheveux relevés en queue de cheval. Elle nous a serré la main quand nous avons posé les pieds sur le quai. À en juger par le sourire éclatant qu'elle nous a adressé, on aurait cru que nous descendions du Princesse Andromède plutôt que d'une barque en piètre état. Cela dit, notre esquif n'était pas le bateau le plus bizarre du port. Côtoyant quelques yachts de plaisance, il y avait un sous-marin de la US Navy, quelques pirogues et 3 mâts à l'ancienne. Il y avait aussi une hélice-station avec un hélicoptère, Télé 5, Fort Lauderdale, ainsi qu'une petite piste où stationnait un jet privé et un avion à hélice qui faisait penser à un chasseur de la Seconde Guerre mondiale. C'était peut-être des copies, une sorte de musée destiné aux touristes. Est-ce votre première visite chez nous? A demandé la dame au bloc-notes. Annabeth et moi avons échangé un regard. A fait Annabeth. Première visite au centre, a noté la dame. Voyons. Elle nous a toisé d'un œil sévère. Pour la jeune demoiselle,
commenceront par un enveloppement d'herbe, et bien sûr, pour le jeune homme, le grand relouquage. Le quoi? Mais elle était trop occupée à griffonner des notes pour me répondre. Bien, a-t-elle enchaîné avec un sourire joyeux. Je suis sûr que CC voudra vous recevoir individuellement avant la fête hawaïenne. Venez s'il vous plaît. Je dois vous dire une chose, Annabeth et moi avions l'habitude des pièges, et d'habitude, ces pièges étaient attrayants au premier abord. Je m'attendais donc à ce que la dame au bloc-notes se transforme d'une seconde à l'autre en serpent ou en démon. D'un autre côté, nous avions passé presque toute la journée à flotter dans une barque. Je crevais de chaud, j'avais faim et j'étais épuisé. Alors quand la dame a parlé d'une fête hawaïenne, mon estomac s'est dressé sur ses pattes arrière et s'est mis à réclamer comme un chien. Ça ne peut pas nous faire de mal, a marmonné Annabeth. Oh que si, ça pouvait. Pourtant, nous avons suivi la dame. J'ai enfoncé les mains dans mes poches, où j'avais rangé mes seules défenses magiques, les vitamines d'Hermès et Turbulence. Mais, dès les premiers pas dans la station balnéaire, je les ai complètement oubliés. C'était un lieu extraordinaire. Partout où je dirigeais le regard, mes yeux rencontraient du marbre blanc et de l'eau bleue. Des terrasses s'accrochaient au flanc de la montagne. Il y avait des piscines à tous les niveaux, reliées entre elles par des toboggans, des cascades et des tunnels dans lesquels on pouvait nager, des fontaines, envoyées dans l'air des jets d'eau aux formes incroyables telles que des aigles en vol ou des chevaux au galop. Par exemple, Tyson adorait les chevaux et je savais qu'il adorerait ces fontaines. J'étais sur le point de me retourner pour voir son expression quand ça m'est revenu. Tyson n'était plus là. Qu'est-ce qu'il y a? M'a demandé Annabeth. Tu es tout pâle. Ça va, ai-je menti. Continuons notre chemin. Nous sommes passés devant une multitude d'animaux apprivoisés. Une tortue de mer faisait la sieste sur une pile de serviettes de plage. Un léopard dormait sur le tremplin d'un plongeoir. Les résidents du centre, des jeunes femmes exclusivement à ce que je voyais, se prélassaient sur des chaises longues en buvant des cocktails de jus de fruits. Le visage enduit de bouillies aux plantes, pendant que des esthéticiennes en uniforme blanc leur faisaient les ongles. Quand nous nous sommes engagés dans un escalier qui menait vers un grand édifice, sans doute le bâtiment principal de la station, j'ai entendu une femme qui chantait, sa voix flottait dans l'air comme une berceuse. Les paroles étaient dans une langue autre que le grec ancien, mais au moins aussi vieille, du minoan, peut-être. Je comprenais ce qu'évoquait sa chanson, le clair de lune dans les oliveraies, les couleurs du coucher de soleil et la magie. Il était question de magie. C'était comme si sa voix me hissait de marche en marche pour me porter vers elle. Nous sommes arrivés dans une vaste pièce dont tout le mur de façade était vitré, comme celui du fond était tapissé de miroirs. La salle semblait se prolonger à l'infini. Le mobilier était abondant, blanc et luxueux, et sur une table dans un coin de la pièce se trouvait une vaste cage à animaux. Celle-ci ne me semblait guère à sa place dans ce décor, mais je n'ai pas creusé la question, car à ce moment-là, j'ai aperçu la dame qui avait chanté et j'ai eu le souffle coupé. Elle était assise devant un métier tissé, grand comme un écran de télévision, géant, et maniait une navette de fil colorée avec une étonnante habileté. La tapisserie scintillait comme si elle était en 3 dimensions. Elle représentait une chute d'eau d'une telle ressemblance que je croyais voir l'eau cascader et les nuages se déplacer dans le ciel de ville. Superbe, a murmuré Annabeth. La femme s'est retournée. Elle était encore plus jolie que son ouvrage. Ses longs cheveux noirs étaient tressés de fils d'or. Elle avait les yeux d'un vert perçant et portait une robe de soie noire où des formes
forme semblait se mouvoir dans la trame même du tissu. Des ombres d'animaux noirs sur noir, tels des biches, courant la nuit dans une forêt. Tu aimes le tissage, jeune demoiselle, a demandé la femme. Et comment, madame, a répondu Annabeth. Ma mère est. Elle s'est interrompue. Difficile d'annoncer tout à trac que vous êtes la fille d'Athéna, la déesse qui a inventé le métier à tisser. D'aucuns se sont retrouvés en camisole de force pour moins que ça. Notre hôtesse s'est contentée de sourire. Tu as bon goût, jeune demoiselle. Je suis tellement contente que vous soyez venue. Je m'appelle C&C. Les animaux de la cage se sont mis à cuiner. À les entendre, ça devait être des cochons d'Inde. Nous nous sommes présentés à C&C. Elle m'a examiné avec une pointe de désapprobation dans le regard, comme si je manquais je ne sais quel test. Aussitôt, je me suis senti mal à l'aise, pour une raison que j'ignorais. Je le voulais vraiment lui plaire. Oh mon pauvre, a-t-elle soupiré. Tu as vraiment besoin de mon aide. Pardon, madame. C&C a appelé la dame en uniforme. Hila emmène Annabeth faire une promenade. Tu veux bien? Montre-lui ce que nous proposons. Il faut revoir la tenue vestimentaire et les cheveux. Ouh là là, nous ferons une consultation image complète après mon entretien avec ce jeune homme. Mais qu'est-ce qu'ils sont, mes cheveux? A répliqué Annabeth d'un ton vexé. C&C a souri avec bienveillance. Ma chérie, lui est ravissante, vraiment, mais tu ne te mets pas du tout en valeur tout ce potentiel caché. Ne me dis pas que tu es contente de ton apparence, voyons. C'est simple, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui le soit. Mais ne t'en fais pas, nous pouvons améliorer l'allure de tout le monde ici, au centre. Ila va te montrer ce que je veux dire. Tu as besoin de libérer ta vraie personnalité, ma chère. Les yeux d'Annabeth brillaient d'envie. Je ne l'avais jamais vue ainsi à court de mots. Mais, et Percy? Ah, bien sûr, a soupiré C&C, en me gratifiant d'un regard affligé. Percy a besoin de mon attention personnelle. Son cas nécessite beaucoup plus de travail. En temps ordinaire, si quelqu'un m'avait dit ça, je me serais mis en colère. Mais là, les paroles de C&C m'ont attristé. Je l'avais déçu. Je devais trouver un moyen de faire mieux. Les cochons d'Inde glapissaient comme s'ils avaient faim. Bon ben, a hésité Annabeth, je suppose. Par ici, jeune demoiselle, a tranché Hila. Et Annabeth s'est laissée entraîner dans les jardins agrémentés de cascades du centre de remise en forme. C&C m'a pris par le bras et conduit devant le mur en miroir. Vois-tu, Percy, pour libérer ton potentiel, tu vas avoir besoin de beaucoup d'aide. La première étape consiste à admettre que tu n'es pas heureux de ton aspect actuel. J'ai chicoté devant le miroir. Je détestais penser à mon physique. Le premier bouton qui avait bourgeonné sur mon nez au début de l'année scolaire, par exemple, mes deux dents de devant qui n'étaient pas parfaitement régulières, ou mes cheveux qui ne restaient jamais coiffés. La voix de C&C ramenait tous ces détails à ma mémoire, comme si elle m'examinait sous un microscope, et mes vêtements étaient ringards, je le savais. Quelle importance, se disait une partie de moi, mais debout devant le miroir de C&C, je n'arrivais pas à trouver une chose chez moi qui rattrape le reste. Allons, a dit C&C, pour me consoler. Si on essayait ceci, elle a claqué dans ses doigts, et un rideau bleu ciel s'est déroulé devant le miroir. Il scintillait comme le tissage tendu sur son métier. J'ai regardé le tissu bleu sans comprendre. À ce moment-là, il a changé de couleur. Je m'y suis vu en reflet,
Mais ce n'était pas tout à fait moi. Scintillant sur le tissu, se dessinait une version plus cool de Percy Jackson. Un Percy Jackson habillé pile comme il fallait, au sourire assuré, pas de boutons, plus musclé, un brossage naturel et quelques centimètres de plus. Peut-être c'était moi, les défauts en moins. Waouh, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Tu veux qu'on fasse ça? A demandé Cécé. Ou veux-tu que j'essaie quelque chose de différent? Non, non, c'est super. Pouvez-vous vraiment? Je peux te faire un relookage complet, a promis Cécé. Mais il doit bien y avoir un truc. Est-ce que je dois suivre un régime particulier? Oh, c'est très facile. Beaucoup de fruits frais, un programme d'exercice léger et bien sûr, ceci. Elle s'est dirigée vers le bar et a rempli un verre d'eau. Puis elle a ouvert un sachet dont elle a versé la poudre rouge dans le verre. Le mélange s'est mis à luire. Quand il s'est éteint, la boisson ressemblait exactement à un milkshake à la fraise. Un sachet par jour à la place d'un repas, expliquait Cécé. Je te garantis que tu verras immédiatement le résultat. Comment est-ce possible? Elle a ri. Pourquoi douter? Tu veux devenir le toi idéal tout de suite ou non? Une question me trottait en tête. Pourquoi n'y a-t-il aucun homme dans ce centre? Oh, mais il y en a, m'a assuré Cécé. Tu vas les rencontrer bientôt. Goûte donc au mélange, tu verras. J'ai regardé la tapisserie bleue et le reflet qui était moi sans être tout à fait moi. Allons, Percy, m'a réprimandé Cécé. La partie la plus difficile dans le processus du relookage, c'est le lâcher prise. À toi de choisir. Vas-tu faire confiance à ton jugement sur ce que tu dois être ou au mien? J'avais la gorge sèche. Je me suis entendu répondre au vôtre. Avec un sourire, Cécé m'a tendu le verre. Je l'ai porté à mes lèvres. Le mélange avait exactement le goût de la boisson à laquelle il ressemblait. Un milkshake à la fraise. Presque aussitôt, j'ai senti une chaleur se répandre dans mon ventre. Agréable au début, puis douloureusement brûlante, comme si le breuvage venait à ébullition à l'intérieur de mon ventre. Je me suis plié en deux, lâchant la tasse. Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, Percy, a dit Cécé. La douleur va passer. Regarde, des résultats immédiats, comme promis. Quelque chose clochait terriblement. Le rideau est tombé et, dans le miroir, j'ai vu mes mains se ratatiner, se recroqueviller, de longues griffes fines pousser au bout de mes doigts. Des touffes de fourrure ont jailli sur mon visage. Sous mon t-shirt, dans tous les endroits inconfortables auxquels vous pouvez penser, mes dents pesaient trop lourd pour ma bouche, mes vêtements devenaient trop larges, ou alors c'était Cécé qui grandissait. Non, j'étais en train de rétrécir. En un éclair abominable, j'ai sombré dans une caverne de tissu. J'étais enseveli sous mon propre t-shirt. J'essayais de courir, mais tes mains m'ont attrapé. Tes mains qui étaient aussi grandes que moi. J'ai voulu appeler au secours, mais j'ai pu émettre que des pitoyables oui, oui, oui. Les mains de géant m'ont serré le ventre et soulevé en l'air. Je me suis débattu en agitant des jambes et des bras qui semblaient horriblement courts. Et, soudain, avec effroi, je me suis trouvé face à l'immense visage de Cécé. Parfait, a-t-elle donné. J'ai gigoté pris de panique, mais elle a resserré son étreinte sur mon ventre couvert de fourrure. Tu vois, Percy, tu as libéré ta vraie personnalité. Elle m'a approché du miroir, et ce que j'ai découvert m'a fait hurler de terreur. Oui, oui, oui. Cécé, somptueuse et souriante,
sa main un animal qui avait une fourrure duvetteuse, orange et blanc, des dents en avant et des griffes minuscules. Quand je me contorsionnais, la petite bête à poils longs du miroir en faisait autant. J'étais un cochon d'Inde, a dit Cécé. Charmant nom. Les hommes sont des cochons. Percy Jackson. Avant, je les transformais en vrais porcs, mais ils sentaient mauvais, ils prenaient trop de place, et ils étaient difficiles à entretenir. Ça ne changeait pas beaucoup de leur état initial. En fait, les cochons d'Inde sont bien plus commodes. Viens, je vais te présenter les autres hommes. Oui, et je protestais en essayant de la griffer, mais Cécé m'a serré si fort que j'ai failli perdre connaissance. Pas de ça, mon petit, ou je te donne à manger aux chouettes. Va dans la cage comme un bon cobaye. Demain, si tu es sage, je te ferai partir. On trouve toujours un jardin d'enfants désireux d'un nouveau cochon d'Inde. Mon esprit semblait autant que mon cœur minuscule. Il fallait que je retourne à mes vêtements, qui gisaient en tas par terre. Si j'y parvenais, je pourrais sortir Turbulence de ma poche et alors, je n'arriverai jamais à retirer le capuchon du stylo-bille et, de toute façon, je serais bien incapable de manier l'épée. Je n'ai pu que gigoter désespérément, tandis que Cécé me portait devant la cage et ouvrait la porte en fil de fer. Je te présente mes fortes têtes, Percy, a-t-elle dit. Ils ne feront jamais de bons animaux de compagnie pour les écoles primaires, mais ils pourraient apprendre quelques bonnes manières. Pour la plupart, ils sont dans cette cage depuis 3 siècles. Si tu ne veux pas rester avec eux pour toujours, je te suggérerais Mademoiselle Cécé, a appelé la voix d'Annabeth. Cécé a pesté en grec ancien. Elle m'a laissé tomber dans la cage et a refermé la porte. Je me suis agrippé au barreau en poussant des cris stridents, mais ça n'a servi à rien. J'ai regardé Cécé envoyer mes vêtements d'un coup de pied hâtif sous le médiatisé. Juste au moment où Annabeth entrait, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle portait une robe en soie, sans manches comme celle de Cécé, mais blanche. Ses cheveux blonds, fraîchement lavés et peignés, étaient tressés de fils d'or. Pire, elle était maquillée. Or, j'avais toujours cru qu'elle préférait mourir plutôt que de se montrer maquillée. Entendons-nous, ça lui allait bien, elle était superbe. J'en serais sans doute resté muet si j'avais pu dire autre chose que oui, oui, oui. Mais quelque chose sonnait faux. Ce n'était pas Annabeth, tout bêtement. Elle a balayé la pièce du regard, en fronçant les sourcils. Où est Percy? J'ai cuiné et crié, tenté plus. Mais elle n'a pas paru m'entendre. Cécé a souri, en train de faire un soin. Ma chérie, ne t'inquiète pas, tu es magnifique. Qu'as-tu pensé de ta visite? Les yeux d'Annabeth se sont éclairés. Votre bibliothèque est remarquable, s'est-elle écriée. Oui, on peut le dire, a acquiescé Cécé. Les connaissances des 3 derniers millénaires y sont rassemblées. Tu peux y trouver tout ce que tu veux, étudier tout ce que tu veux être, ma chérie. L'architecture a fait Cécé d'un ton dédaigneux. Toi, ma chère, tu as l'étoffe d'une magicienne comme moi. Annabeth a reculé d'un pas. Magicienne? Oui, ma chère. Cécé a tendu la main. Une flamme est apparue au creux de sa paume et a couru jusqu'à la pointe de ses doigts. Je suis la fille d'Hécate, la déesse de la magie. Je sais reconnaître une fille d'Athéna quand j'en vois une. Nous ne sommes pas si différentes que ça, toi et moi. Nous sommes toutes les deux en quête de connaissances. Nous admirons toutes les deux la grandeur. Ni l'une ni l'autre n'avons besoin de rester dans l'ombre des hommes.
réponse à mes cris. Entre-temps, les autres cochons d'Inde étaient sortis de leur trou pour venir m'examiner. Je n'aurais jamais cru que des cochons d'Inde pouvaient avoir l'air méchants. Eh bien, ceux-là, oui. Ils étaient une demi-douzaine. Le pelage sale, les dents ébréchées et les yeux rouges. Ils étaient couverts de copeaux de bois et sentaient aussi mauvais que s'ils s'étaient vraiment enfermés là depuis 3 siècles, sans qu'on n'ait jamais nettoyé leur cage. Reste avec moi, disait Cécé à Annabeth, étudie avec moi. Tu peux entrer dans mon équipe, devenir magicienne, apprendre à soumettre les autres à ta volonté. Tu deviendras immortelle. Mais tu es trop intelligente, ma chérie, pour te satisfaire de cette stupide colonie pour héros. Combien d'héroïnes sans mêlées célèbres peux-tu nommer? Atalante, Amélia et Hart, l'aviatrice. Tu parles. Ce sont toujours les hommes qui récoltent la gloire. Le seul accès au pouvoir pour les femmes, c'est la sorcellerie. Médée, Calypso, voilà des femmes puissantes. Et moi, bien sûr, la plus grande de toutes. Vous êtes Cécé, Circé. Oui, ma chérie. Annabeth a reculé, tandis que Circé éclatait de rire. Ne t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. Qu'avez-vous fait à Bercy? Je l'ai seulement aidé à prendre sa forme véritable. Annabeth a balayé la pièce du regard. Elle a enfin vu la cage, et moi qui grattais au barreau, assailli par les autres cochons d'Inde, elle a écarquillé les yeux. Oublie-le, a dit Circé. Viens avec moi, et je t'initierai à la sorcellerie. Mais on s'occupera bien de ton ami. Nous allons l'expédier dans une merveilleuse nouvelle maison sur le continent. Les petits du jardin d'enfants vont l'adorer. Toi, pendant ce temps, tu grandiras en sagesse et en pouvoir. Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. Annabeth me fixait toujours, mais il avait maintenant l'air rêveur et absent. Sans doute la même expression que moi lorsque Circé m'avait ensorcelé pour faire boire le milkshake magique. Je me suis mis à gratter et cuiner de plus belle pour l'arracher à cet étain en vain. Laissez-moi réfléchir, a murmuré Annabeth. Laissez-moi seul, rien qu'une minute, pour dire au revoir. Mais comment donc, ma chérie? A recoulé Circé. Une minute. Ah, et pour plus d'intimité. Elle a agité la main et des barreaux de fer se sont abattus devant les fenêtres. Puis elle est sortie de la pièce à grands pas et j'ai entendu les verrous de la porte se fermer derrière elle. L'expression rêveuse d'Annabeth s'est dissipée immédiatement. Elle a foncé vers la cage. Bon, lequel es-tu? J'ai cuiné, mais tous les autres cochons d'Inde en ont fait autant. Annabeth a eu l'air désespérée. Elle a parcouru la pièce du regard et repéré le bout de mon jean qui dépassait dessous le métier, à tisser. Bingo! Elle a couru et s'est mise à fouiller dans mes poches. Mais au lieu d'en sortir turbulence, elle a extirpé le flacon de vitamine d'Hermès et s'est attaquée au couvercle. J'avais envie de lui hurler que ce n'était pas le moment de prendre des compléments alimentaires. Il fallait qu'elle dégaine l'épée. Elle a mis en bouche une vitamine à mâcher au citron au moment même où la porte s'ouvrait, livrant passage à Circé, entourée de 2 de ses assistantes en uniforme d'hôtesse. C'est fou comme une minute passe vite, a soupiré Circé. Quelle est ta réponse, ma chérie? La voici, a dit Annabeth, dégainant son poignard. La magicienne a reculé, mais sa surprise s'est vite dissipée. Elle a ricané. Vraiment, fillette, un poignard contre ma magie, est-ce bien sage? Circé a regardé ses assistantes, qui ont souri. Elles ont levé les mains, comme si elles s'apprêtaient à lancer un sortilège. Sauf toi, voulais-je crier à Annabeth, mais je n'arrivais à émettre que des cris de rongeurs. Les autres cochons d'Inde couinaient de terreur et trottinaient en tous sens dans la cage.
j'avais perdu Tyson. Comment allons-nous relooker Annabeth a dit Circé, d'un ton songeur. Il nous faut une petite bestiole coléreuse. Je sais, nous allons la changer en musaraigne. Des spirales de feu bleu ont jailli de ses doigts et se sont enroulées comme des serpents autour de mon ami. J'ai regardé horrifié, mais il ne s'est rien passé. Annabeth était toujours Annabeth, mais encore plus en colère. Elle a bondi en avant et appuyé la pointe de son poignard contre le cou de Circé. Et si tu me changeais en panthère plutôt, avec des griffes sur ta gorge? Comment? A clapi Circé. Annabeth brandit le flacon de vitamine sous le nez de la magicienne. Celle-ci a poussé un cri de rage. Maudit soit Hermès et ses fichues vitamines. C'est-elle écriée? Ce n'est qu'une mode. Ça ne fait aucun bien à l'organisme. Retransforme Persian en humain ou Karati, Annabeth. Je ne peux pas. Alors tu l'auras voulu. Les assistantes de Circé se sont avancées, mais la magicienne les a arrêtées. Reculée, elle est immunisée contre la magie tant que cette maudite vitamine agit. Annabeth a traîné Circé jusqu'à la cage, ouvert le couvercle et versé le reste des vitamines à l'intérieur. Non, a hurlé Circé. J'étais le premier à prendre une pastille, mais tous les autres cochons d'Inde ont accouru en trottinant pour goûter à cette nouvelle nourriture. Dès la première bouchée, j'ai senti une bouffée de chaleur au creux de mon ventre. J'ai continué à ronger la pastille de vitamine jusqu'à ce qu'elle cesse de paraître aussi énorme, jusqu'à ce que la cage rétrécisse et que soudain, boum, elle vole en éclats. Je me suis retrouvé assis par terre, dans mon corps humain, et par magie avec mes vêtements sur le dos. Loués soient les dieux. Entouré de 6 gars qui clignaient des yeux l'air paumé et secouaient les copeaux de bois pris dans leurs cheveux. Non, a hurlé Circé, tu ne comprends pas, ce sont les pires du lot. Un des hommes s'est levé. C'était un colosse avec une longue barbe noire, comme le jet, et des dents de la même teinte. Il portait des vêtements de laine et de cuir mal assortis, des bottes qui lui montaient jusqu'aux genoux et un grand chapeau de feutre mou. Les autres hommes étaient habillés plus simplement, en haut de chausses et chemises blanches, maculées de taches, et ils étaient tous pieds nus. Arc, a donné le colosse. Que m'a fait la sorcière? Non, a gémi Circé. Je vous reconnais, s'est écrié Annabeth, avec un hoquet de surprise. Vous êtes Edward Teach, fils d'Arès. Oui, gentille demoiselle, a grondé le colosse, même si la plupart des gens m'appellent Barbe Noire. Et voici la sorcière qui nous a capturés. Garçon, pourfondez-la. Et puis, j'entends bien me trouver un grand bol de céleri. Arc. Circé a hurlé. Elle s'est sauvée en courant de la pièce avec ses assistantes. Pourchassée par les pirates, Annabeth a rengané son poignard et m'a gratifié d'un regard noir. Merci, ai-je bredouillé. Je suis vraiment désolé. Avant que j'aie pu inventer une excuse pour la bêtise dont j'avais fait preuve, elle m'a serré brusquement dans ses bras pour se dégager tout aussi vite. Je suis contente que tu ne sois pas un cochon d'Inde. Moi aussi. Je me suis senti rougir comme une tomate et j'espérais que ça ne soit pas trop. Annabeth a retiré les fils d'or tressés dans ses cheveux. Viens, cervelle d'algue, a-t-elle dit. Nous devons filer tant que Circé est occupée. Nous avons dévalé la colline en traversant les terrasses, passant devant des employés qui hurlaient et des pirates qui pillaient la station balnéaire. Les hommes de barbe noire cassaient les torches destinées à la fête hawaïenne, jetant les enveloppements d'herbe dans la piscine et renversaient les tables chargées de serviettes et éponges. J'avais presque des remords d'avoir libéré ces pirates sans scrupules, mais sans doute avaient-ils besoin de quelque chose de plus distrayant que la roue. Après avoir passé 3 siècles dans une cave,
sous-marin, un avion de chasse. Je ne savais piloter ni l'un ni l'autre. C'est alors que j'ai vu celui-là et je dis à Annabeth, mais a-t-elle fait en clignant des yeux. J'étais incapable d'expliquer comment, mais je savais qu'une goélette ancienne était mon pari le plus sûr. J'ai attrapé Annabeth par la main et l'ai entraînée vers le 3-mâts. Peint sur la broue s'étalait le nom que je ne déchiffrerai que plus tard, la revanche de la reine Anne. Arc, a crié Barbe-Noire, quelque part derrière nous. Ces fripouilles montent à bord de mon navire. Arrêtez-les, garçons. Nous ne serons jamais partis assez vite, a hurlé Annabeth. En grimpant à bord, j'ai contemplé l'enchevêtrement de voiles et de cordages. Le bateau était en excellent état pour un bâtiment vieux de 300 ans, mais il lui fallait quand même plus d'une cinquantaine d'heures pour appareiller. Nous n'avions même pas quelques heures devant nous. Je voyais les pirates dévaler l'escalier en agitant des torches et des branches de céleri. Fermant les yeux, je me suis concentré sur les vagues qui clapotaient contre la coque, sur les courants de l'océan, les vents qui m'entouraient. Soudain, le mot exact s'est tracé dans mon esprit. Madartimon, ai-je hurlé. Annabeth m'a regardé comme si j'avais perdu la tête, mais en une seconde, l'air s'est empli des sifflements et des claquements des cordes qui se tendaient, des voiles qui se déployaient et des boulies qui grinçaient. Annabeth s'est jetée au sol pour esquiver un câble qui fusait au-dessus de sa tête pour aller s'enrouler autour de Beaupré. Percy commença